Bon, Sylvain m'a demandé de parler de l'homoparentalité, de mes travaux sur l'homoparentalité, puisque c'est vrai que j'ai pas mal écrit sur ces questions. J'ai écrit en fait, le premier article que j'ai publié sur des situations d'homoparentalité était en 2004 dans la revue Le Divan familial. Bon, depuis, j'en ai publié d'autres, et puis j'ai coordonné une recherche financée par l'Agence nationale de la recherche pendant 4 ans là-dessus, sur l'homoparentalité. Alors, puisque tu as parlé de la question de comment on se débrouille pour faire de la recherche, je vais essayer, dans mon intervention, je vais essayer de vous parler de ça. Sois généreux avec nous. Je vais vous parler de ça un peu. C'est vrai que ce qui s'est passé, j'ai coordonné une recherche, un programme financé par l'Agence nationale de la recherche. Il faut dire que les financements ANR, puisqu'on les appelle comme ça, sont très difficiles à obtenir. Je crois que c'est 12% qui fonctionnent. Une des leçons, moi, que j'en tire, en dehors du fait que c'est une sacrée expérience de coordonner un travail comme ça, moi j'en tire qu'il faut que les gens d'orientation psychanalytique soient suffisamment modestes pour accepter de travailler avec d'autres, qui sont certainement mieux placés que nous pour décrocher des financements de ce type. Et moi, j'ai eu la chance de collaborer avec des sociologues dont un est co-responsable de la cohorte ELF. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Bon, une énorme recherche avec 18 000 familles en France, avec des sociologues, des démographes, des biologistes. Bon, enfin, ils suivent les enfants de la naissance à 18 ans. Bon, c'est quelque chose d'absolument énorme. Et il se trouvait que sur les 18 000 familles, il y avait seulement 16 familles homoparentales. Et donc, on a collaboré avec le sociologue qui est co-responsable de cette cohorte autour de l'idée, on va avoir une partie de ce programme de recherche qui va être une reproduction de la recherche ELF avec des familles homoparentales, avec un nombre important de familles homoparentales. Et donc on a construit quelque chose qui était... Donc lui, il s'est occupé de l'aspect quantitatif. Et moi, je me suis occupé davantage de l'aspect qualitatif, même si je coordonnais l'ensemble. Et on a monté une recherche qui articulait les deux. Et ça a beaucoup plu à l'ANR, notamment la dimension interdisciplinaire, et puis l'appui sur la recherche ELF. Alors je dis ça parce que bon, j'ai pu entendre de la part de psychanalystes... tu te mets avec des quantitativistes, tu perds ton âme, ça dépend avec qui, hein, c'est-à-dire avec lui, avec eux. Ils m'ont laissé faire ce que j'avais à faire, avec les cliniciens qui voulaient travailler sur ces questions-là, et puis, eux, ils ont fait leur travail quantitatif. Voilà. Donc, c'est une manière, par exemple, d'obtenir une recherche ANR, hein, ce qui n'est pas donné, ce qui n'est pas facile, et puis sur ce thème-là, qui était quand même l'homoparentalité, je crois qu'il n'y avait jamais eu d'ANR sur ce thème-là. Donc, voilà, ça c'était il y a 4 ans, mais j'avais commencé avant mes travaux sur l'homoparentalité. En fait, j'ai débuté, à l'époque, c'était juste après mon habilitation à diriger des recherches, et en fait, quand je préparais mon habilitation à diriger des recherches, comme tu disais, on a déjà un âge un petit peu avancé, c'était à peu près l'époque des débats autour du Pacs. Et je travaillais, j'avais eu un congé sabbatique, comme on disait à l'époque, j'avais eu 6 mois pour écrire, et je lisais beaucoup de journaux, et nos collègues psychanalystes à l'époque prenaient des positions extrêmement assurées sur le Pacs, sur l'homoparentalité, et je dois dire que ça me mettait mal à l'aise.
ça me mettait mal à l'aise, ces positions. Et alors notamment, je me souviens, quelqu'un à l'époque que je lisais beaucoup, c'était Pierre Legendre. Et alors Pierre Legendre est une diatribe, il avait comparé les manipulations, disait-il, de la filiation actuelle aux manipulations effectuées par les nazis. Alors là, je m'étais dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, et alors, comme on est une recherche aussi, je crois qu'il y a quelque chose peut-être qui est un peu plus intime, mais je pense qu'on peut quand même en parler. Je crois que Legendre, à l'époque, pour moi, était une référence théorique, et je dois reconnaître qu'il m'a beaucoup apporté, avec tout ce que ça signifie de possible idéalisation de la personne, même si on ne la connaît pas. Hein. Et me lancer dans des recherches sur le mot parentalité, comme je l'ai fait, dont je vais vous parler, ça a été une manière aussi de régler quelque chose avec une figure, avec ce genre de figure paternelle, on va dire. Hein, donc ça a été une manière pour moi de dire à un moment donné, eh ben moi je vais aller voir ce qui se passe et je vais dire quelque chose, c'est moi qui vais le dire à partir de ce que j'aurais entendu. Parce que bon, voilà, j'ai rencontré des personnes homosexuelles. Je crois qu'il y avait cette dimension-là qui était aussi, puisqu'on utilise ce terme aujourd'hui, il y avait un côté subjectivation. Subjectivation et différenciation par rapport à des aînés qui m'avaient beaucoup apporté certains, et je me suis dit à un moment donné, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Enfin, et donc j'ai eu un espace de créativité personnelle d'une certaine manière. Donc à partir de là, voilà. Alors je crois que ce qui me dérangeait le plus, si je le dis comme ça, c'était ces positions d'expertise a priori. C'est-à-dire, au fond, ils savaient que l'homoparentalité allait donner des enfants qui ne vont pas bien, on va le dire comme ça. Certains en disant, mais si ce n'est pas la première génération, ça sera la deuxième, voire la troisième. Alors là, en plus, on entrait dans de la divination, en quelque sorte. Hein. Et surtout, ce que je constatais, c'est que, en fait, il y en a tout ce qui se disait, rien de ce qui se disait ne s'appuyait sur des données cliniques tangibles. C'est-à-dire, il me semble que ces gens n'avaient pas rencontré de famille homoparentale et, au nom d'un prétendu savoir sur l'homosexualité, estimaient que l'homoparentalité, c'était ça. Donc, voilà. Donc, moi, première chose, je pense, qu'est-ce que c'est faire de la recherche? C'est déjà se défaire de ces positions d'expertise a priori, qui sont, que moi je trouve très problématiques. Alors, il faut dire que là, je dois beaucoup à des profs que j'ai eus, qui m'ont formé, et notamment un qui nous faisait beaucoup réfléchir, et comme quoi, avec les années, on transmet bien sûr des choses qu'on a entendues, mais j'en parle beaucoup aussi aux étudiants. Cette différence essentielle qui date d'Aristote, qui est la différence entre le discours descriptif et le discours prescriptif. La science est censée décrire, dire ce qui est, autant que faire se peut. Le discours prescriptif, c'est le discours qui dit ce qui doit être, au nom de valeurs morales, éthiques. Donc les deux sont légitimes, mais c'est la confusion des deux non explicitée et problématique. Et je pense qu'on a des discours comme ça, avec ces transformations de la famille, on a eu des discours qui se disaient descriptifs au nom des lois de l'inconscient, par exemple, et qui en fait, c'est-à-dire l'inconscient c'est ça, voilà, je dis ce qu'est l'inconscient, donc... mais en fait, c'était des discours prescriptifs, c'est-à-dire des discours référés à des valeurs morales, voire politiques, dans certains cas, qui n'étaient jamais nommées. Et donc, voilà, il y avait un discours tenu comme ça. Alors, il y a une sociologue qui a écrit, Dominique Hummel, je ne sais pas si... Elle a écrit un livre à un moment donné qui nous faisait beaucoup du bien, à nous, les cliniciens. Elle avait appelé la bonne parole. C'est-à-dire tous ces cliniciens qui vont dire la bonne parole, vous voyez l'allusion à l'Église, qui vont dire la bonne parole dans les médias. Bon, c'est un peu ce que je dis moi, c'est-à-dire qu'ils vont tenir un discours prescriptif, qui vont dire ce qui doit être, et qui pensent que une famille doit être de telle manière.
Bon, donc voilà, alors bien sûr, dans nos disciplines, autant dans les sciences de la nature, distinguer le descriptif du prescriptif, quand on parle, mettons, du Big Bang, on parle de phénomènes physiques, donc en principe, il n'y a pas d'enjeux moraux, en principe. Quand on parle dans nos disciplines, on est du côté de la vie psychique, on est du côté des configurations familiales, très difficile que des valeurs morales et éthiques ne soient pas en jeu. Et c'est vrai qu'à un moment donné, le fait de dire « bon, mais je vais écouter ce que disent ces personnes plutôt que d'avoir un discours a priori », ça suppose une prise de position éthique, bien sûr. Hein, mais c'est peut-être une position éthique à dire « bon, je vais écouter », ben, ça permet d'avoir une certaine approche et peut-être de décrire, mais à partir d'une position éthique différente de celle qui consistait à annoncer ce qui allait se passer. Alors, donc à partir de là, j'ai commencé à rencontrer des adultes homosexuels qui élevaient des enfants. Alors la première question a été comment les rencontrer. Et donc je suis passé, dans un premier temps, je suis passé par des associations de parents gays et lesbiens. Voilà, j'ai eu des noms, des numéros de téléphone, les personnes m'ont reçu chez elles. Donc je dirais, je suis sorti de mon institution, je suis sorti de mon cabinet, et je suis allé chez les gens. Alors, je suis allé chez les gens. Alors, j'insiste là-dessus, parce que ça déstabilise, on n'a pas l'habitude, on se dit, et le cadre, qu'est-ce que je fais du cadre Bon, on a le sentiment de transgresser, et en plus, on rencontre des configurations familiales qu'on n'a jamais vues, enfin à l'époque, hein, j'ai rencontré des configurations familiales que j'avais jamais vues, donc ça crée une déstabilisation, et ça suscite beaucoup de réactions contre-transférentielles au sens de deveureux. Hein. Alors l'exemple que je prends souvent, c'est que moi, quand j'ai commencé, pendant un certain temps, ces familles que je rencontrais ces familles, j'écoutais, et j'avais une question en tête qui revenait régulièrement, c'était « mais qu'est-ce que c'est ce bordel ?» Vous voyez, la réaction contre-transférentielle, là, il y avait quelque chose qui me dérangeait. J'avais le sentiment que j'étais perdu, que je ne reconnaissais pas. Et alors, particularité, c'est que petit à petit, je me suis aperçu, j'ai fini par comprendre que, en fait, ces familles, elles ne sont pas organisées comme on a l'habitude de voir les familles organisées, mais elles sont organisées. Hein, on va en dire quelques mots. Donc, je dirais, c'est pas le bordel. Hein, elles sont organisées et on va voir que même la manière dont elles s'organisent n'est pas si éloignée de ce qu'on connaît. Et donc j'en suis même arrivé à une réaction contre-transférentielle un peu l'inverse de celle que j'avais dans un premier temps, une sorte de désillusion. Oh ben finalement, c'est pas si extraordinaire. Bon, donc vous voyez, sur les mouvements, alors qu'est-ce qu'on attend en tant que chercheur? Qu'est-ce qu'on a envie de trouver? On est déstabilisé, mais on aimerait trouver des choses exceptionnelles. Et puis finalement, on rencontre des fonctionnements familiaux auxquels on a les moyens de réfléchir. Donc, bon... Alors, on va voir tout à l'heure quelques éléments cliniques. Simplement, ce que je voudrais dire encore sur cette manière de faire de la recherche, il faut dire que je m'appuyais, mes références théoriques en fait étaient d'une part des références anthropologiques, d'autre part, tous les travaux psychanalytiques sur la famille, notamment autour des travaux d'Alberto Heger. Moi, j'aime beaucoup la conception d'Alberto Heger qui allie justement l'approche anthropologique et l'approche psychanalytique de la famille. Et voilà, c'était cette conception-là qui m'animait. Et puis, 2004, c'est l'année aussi où Maurice Godelier a publié Les Métamorphoses de la parenté, donc un anthropologue qui donnait beaucoup d'outils pour prendre une distance un petit peu, pour arriver à réfléchir.
Donc, voilà, et aussi une manière de penser qui m'a beaucoup marqué au cours de ma formation. Alors cette fois-ci, c'est un philosophe, en fait, c'est Paul Ricoeur. J'ai été beaucoup marqué par la manière dont Ricoeur distinguait ce qu'il appelle les domaines de légitimité des cadres théoriques. Et dans son livre sur Freud, il y a tout un moment où il distingue la phénoménologie, l'approche phénoménologique, l'approche psychanalytique, et où il montre comment chacune a un domaine de légitimité pour produire du savoir, puisque ce n'est pas un clinicien, et comment chacune a une limite, et comment, quand elle atteint sa limite, au fond, l'autre approche a son propre domaine de légitimité. Et donc voilà, moi je suis resté très marqué par cette façon de penser, et que j'ai reconduit dans mes travaux sur l'homoparentalité, avec cette idée qu'il y a des niveaux d'analyse concernant ce qui est en train de se passer dans les transformations de la famille. Il y a une analyse socio-anthropologique, analyse dans laquelle on peut dire quelque chose qui a sa légitimité, mais les aspects des enjeux inconscients, effectivement, sont laissés de côté, et on a un autre niveau d'analyse, mais il ne faut pas le confondre avec le premier. On a un autre niveau d'analyse, qui est le niveau d'analyse des processus inconscients qui sont à l'œuvre. Et voilà, j'ai essayé dans les différents écrits sur l'homoparentalité, tantôt d'utiliser l'un, tantôt d'utiliser l'autre, en m'efforçant de surtout ne pas les confondre. Voilà, donc je vais aujourd'hui développer certains aspects de ce qui m'est apparu en rencontrant des familles homoparentales. Donc je vais... alors, simplement, je ne sais pas trop, je sais que Laura Chamouard connaît bien parce qu'elle a fait une thèse sur l'homoparentalité, mais je ne sais pas trop quelle est la culture des uns et des autres autour de l'homoparentalité. Simplement, quand on va sur le terrain, quand on rencontre des configurations, premier type de configuration, celui qu'on rencontre le plus, c'est des couples de femmes qui ont eu recours à une insémination artificielle avec donneur en se rendant en Belgique ou en Espagne. Une fois, j'ai rencontré un couple qui était allé au Danemark, une fois aux Pays-Bas. Les législations ne sont pas les mêmes par rapport à l'insémination artificielle avec donneur. Bon, je rappelle qu'en France, légalement, elles ne peuvent pas recourir à une insémination artificielle avec donneur. Donc elles se déplacent, elles vont en Belgique. La plupart du temps, elles vont en Belgique. Deuxième configuration, on peut rencontrer des configurations d'adoption, on va dire, soit un couple de femmes, soit un couple d'hommes, soit une femme seule, soit un homme seul qui ont adopté. Très longtemps, les couples ont dû dissimuler leur homosexualité auprès du Conseil général pour obtenir l'agrément. J'ai entendu des histoires plus ou moins rocambolesques de services du Conseil général qui avaient bien compris qu'il s'agissait de liens homosexuels, mais qui avaient fait comprendre qu'ils avaient compris, mais qu'ils fermaient les yeux. Enfin bon, des situations comme ça. Ensuite, on rencontre comme autre situation, donc ça c'est l'adoption, on rencontre aussi comme situation, alors la gestation pour autrui, des couples d'hommes qui ont eu recours à une gestatrice pour autrui. Bien sûr, c'est interdit en France, donc ils se rendent à l'étranger. Ça peut être aux États-Unis, mais pas seulement. Je parlerai peut-être d'un couple qui s'est rendu en Russie. Alors, ce sont les situations les plus compliquées à rencontrer. On est dans le semi-légal, enfin bon. Et puis, il n'y en a pas beaucoup. Et enfin, on rencontre comme situation ce qu'on appelle la coparentalité. Alors, ça vaut ce que ça vaut, cette expression. Ce mot, c'est
je dirais la coparentalité la plus simple, c'est un homme et une femme donc homosexuels qui se mettent d'accord pour faire un enfant sans conjugalité, et la plupart du temps sans ce qu'on appelle des relations sexuelles. Ils utilisent une expression que j'ai découverte qui est l'insémination artisanale. C'est-à-dire ils utilisent une seringue. Bon. Alors ça peut être donc, la formule la plus simple, c'est un homme et une femme. Ça peut se compliquer, ça peut être un couple d'hommes et une femme, ça peut être un couple de femmes et un homme. Et solution, à mon avis, la plus compliquée, un couple d'hommes et un couple de femmes. Voilà ce que l'on rencontre comme situation. Alors au début, il faut s'attendre un petit peu à tout, hein. Après, on a les choses en tête, on comprend mieux, mais au début, on s'attend un petit peu à tout. On découvre régulièrement des situations différentes, très différentes les unes des autres. Alors, ce que je vous propose, c'est de nous appuyer, je vais m'appuyer sur une situation, je vais commencer par une situation d'un couple de femmes avec une insémination artificielle avec donneur. Alors, ce qui m'est apparu, c'est que il fallait, d'un point de vue psychanalytique, avec mes références théoriques sur la famille, l'approche psychanalytique de la famille, alors référence théorique et puis une pratique aussi des thérapies familiales, il m'est apparu qu'on ne pouvait dire quelque chose d'intéressant d'un point de vue psychanalytique qu'en comprenant le discours de ces adultes en référence à la génération avant eux. Hein, ils deviennent parents, il n'y a pas de raison qu'on ne pense pas leur devenir parents autrement que pour les hétérosexuels, hein, c'est-à-dire au moins sur 3 générations. La génération qui arrive, eux, et la génération des parents, et pourquoi pas les grands-parents, puisque quelquefois, ils parlent de leurs grands-parents. Donc voilà, il y a eu cet aspect très rapidement, il m'est apparu qu'en écoutant ces adultes, on les entend parler, ils parlent de leurs parents, notamment, hein, on va voir, on va en dire... Après, deuxième, je dirais, bon, mais ça serait l'axe vertical, hein. On pourrait dire après, un axe d'analyse, l'axe horizontal, le couple. Parce que, contrairement à une image, un préjugé qui est un stéréotype, disons, hein, qui est que les couples homosexuels sont des couples qui ne durent pas, voire il n'y a jamais de couple, il y a des changements, il y a des partenaires divers et variés. Moi, j'ai rencontré des couples qui sont ensemble, comme on dit, depuis de nombreuses années. Donc, il y a un couple et l'approche psychanalytique du couple, telle que l'a inauguré Jean-Georges Lemaire, par exemple, sur ce qui fait qu'un couple se constitue, ce qui fait que l'autre est le délégué d'enjeux inconscients, qu'on ne veut pas que l'un ne veut pas savoir de lui-même, il délègue à l'autre d'avoir à réaliser ses enjeux inconscients. Bon, toutes ces analyses de Georges Lemaire, elles sont valables pour les couples homosexuels, à partir du moment où il y a couple, c'est-à-dire qu'il y a une certaine durée. Voilà, et donc j'ai dit l'axe vertical, l'axe horizontal, et alors sur l'axe horizontal, ce qui m'est apparu, c'est qu'il fallait faire intervenir la question de... je vais le dire comme ça pour l'instant, la place psychique pour l'autre sexe. Hein, parce que devenir parent, on va le voir, ça implique, même si on est 2 femmes, ou même si on est 2 hommes, ça implique que, au moins fantasmatiquement, mais pas seulement, l'autre sexe qui n'est pas là, eh ben, soit là d'une certaine manière. Pour reprendre le présent absent, l'absent présent. Donc je vais d'abord me centrer en l'occurrence sur le couple. Alors, je précise que j'avais mis au point des entretiens semi-directifs alors l'entretien semi-directif, c'est des thèmes, on prévoit des thèmes, ce sont des thèmes larges, en général 3-4 thèmes, il s'agit de faire parler la personne, et moi j'aime bien dire il s'agit de les faire raconter. Premier thème, raconter
La rencontre. Par exemple, ça peut être le premier thème. La rencontre avec, donc là c'est Valérie et Nathalie, raconter la rencontre, voilà, comment le couple s'est constitué. On fait raconter et on a des relances. J'ai des relances avec des habitudes de clinique de thérapie familiale, hein, des relances sur les parents, qu'ont dit les parents, comment ça se passe entre vos parents et vous, et votre compagne, et votre compagnon. Bon. Et puis après, on aborde le thème du projet d'enfant, comment il a émergé, ce que vous pouvez raconter. Et puis, toujours des relances sur la génération antérieure, les parents, bon. Voilà, des récits comme ça, susciter le récit, il s'agit de faire raconter. On ne demande jamais aux personnes ce qu'elles pensent, parce que quand on demande ce que vous pensez, on a des rationalisations en général, pas tellement ce qu'on souhaite. Donc on fait raconter, et puis en écoutant après ces récits, on essaie de comprendre ce qui est en jeu. Alors, voilà, je prends l'exemple de Valérie et Nathalie, elles sont âgées toutes les deux de 33 ans, et elles sont allées en Belgique, elles ont fait une IAD, c'est Nathalie qui a porté l'enfant, un petit garçon que j'ai appelé Yann et qui est âgé de 18 mois au moment de l'entretien. Alors là, à ce moment de mes recherches, je faisais l'entretien c'était des entretiens individuels. Dans l'ANR, on a fait des entretiens de couple. Voilà ce que dit Valérie. Valérie parle de l'histoire du couple. Elle dit « On était des collègues, on a préparé nos mariages ensemble. » Donc elles se sont mariées toutes les deux, chacune s'est mariée avec un homme. On a préparé notre mariage ensemble. C'est moi qui ai déclaré ma flamme. Je pense que ça a été un choc pour Nathalie, parce qu'elle ne s'était pas projetée dans un schéma de relation homosexuelle. Dès le départ, donc mes commentaires, dès le départ, Nathalie insiste sur le fait elle insiste sur Valérie insiste sur la différence avec Nathalie. C'est elle qui a déclaré sa flamme, Nathalie a eu un choc, et en plus elle ajoute qu'elle avait eu des expériences homosexuelles lorsqu'elle était adolescente, alors que Nathalie, jamais, et vous allez voir ce qu'en dit Nathalie d'ailleurs, qu'elle se présente un peu comme innocente, un peu celle qui a été conquise. Hein. On sent donc... alors, ça a été compliqué aussi du fait qu'on s'est marié quelque temps après. Il fallait en parler à l'entourage professionnel commun. Il fallait que Nat assume son homosexualité. Il fallait qu'on quitte nos maris respectifs en même temps que débutait notre histoire. Alors, les commentaires que j'ai faits, hein, on sent là les effets de la rencontre amoureuse, l'abaissement des limites du moi et la constitution d'un soi conjugal et d'un idéal du moi commun. Les bénéfices narcissiques sont clairement exprimés. Voilà, on est assez fiers. Le principal dans tout ça, c'est qu'on tienne le coup. Ce qui m'a plu chez Nat, je pense plutôt que c'est le physique. Très rapidement, après, je pense, c'est la personnalité, c'est quelqu'un de très intelligent. Elle va très facilement avec les autres. Et j'ai dit, on entend la différence à l'œuvre dans le lien de couple. Vous voyez pourquoi je dis ça? Il y en a beaucoup qui ont dit, dans le couple homosexuel, il n'y a que de la mêmeté. Pour Nathalie, au commencement du couple était la différence. Bon, ça c'est moi qui l'ai mis. Hein. Moi, dit-elle, je m'estimais 100% hétérosexuel, je n'avais jamais eu d'idée sur la chose. Valérie, elle a eu des expériences homosexuelles, enfin une, pendant l'adolescence. Vous voyez les mythes de couple. Elle a de l'expérience, bon, elle en a eu une, bon, semble-t-il pas très durable, hein. Et donc la différence est là, et elle soutient la suite du récit. Valérie, dans le discours de Nathalie, apparaît comme celle qui a avoué ses sentiments, alors que moi je n'y avais pas pensé. Même si on était très proches, on était intimes, mais je n'y avais pas pensé. J'étais de milieu très bourgeois, un peu conservateur. La période qui a suivi cette révélation féminine n'a pas été la meilleure période de notre vie. Il a fallu divorcer et puis le dire à tout le monde.
ce qui m'a séduite chez Valérie, c'est tout ce que je n'aurais pas pensé. Et elle va dire, et Nathalie insiste sur la différence. Alors Nathalie insiste sur la différence. Valérie est très différente de moi. En fait, ce qui me plaît, c'est qu'elle m'aime elle-même pour moi en tant que femme. Alors je pense à tous les écrits des psychanalystes sur la rencontre homme-femme comme expérience qui creuse pour chacun le sentiment d'être un homme ou le sentiment d'être une femme. Alors on a beaucoup réfléchi à ce qui, pour une femme, on connaît quelqu'un qui parle d'effraction nourricière. La rencontre avec l'homme, l'effraction nourricière, qui creuse le sentiment chez la femme d'être une femme. Alors ce qui est remarquable ici, c'est qu'on entend une femme qui dit « En fait, ce qui me plaît, c'est qu'elle m'aime pour moi en tant que femme. » Mais elle dit après « Je crois que c'est la personne la plus virile que j'ai rencontrée. » C'est pas ce qu'on appelle une camionneuse, rien à voir avec ça. Pourtant, j'ai rencontré des hommes virils, mais ce n'est pas ça. Je me sens protégé avec elle. C'est paradoxal, je sais. Voilà, donc, vous voyez tous les commentaires qu'on peut faire, on entend, et je vais y donner une place importante à la réflexion par la suite, on entend les enjeux de la bisexualité psychique. Hein. Nathalie, bon, elle est de sexe féminin. Psychiquement, elle se pense, elle se sent femme, mais elle est amoureuse d'une femme qui, pour elle, est virile. Mais elle sait que c'est une femme. Enfin, y a pas on n'est pas dans le domaine du déni de la différence des sexes. Et on pourrait même dire que la référence à la différence des sexes fonde le couple, hein, puisque j'ai insisté sur cette différence qui est là. Et donc la référence à la différence des sexes fonde le couple. Donc j'avais proposé la référence à un texte de Freud, un texte de Freud moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Psychogenèse d'un cas d'homosexualité féminine », qui est un texte très très riche. Et à la fin du texte, Freud propose de distinguer certains termes. Il y a le sexe anatomique, caractère sexuel du point de vue psychique, et puis il y a ce qu'il appelle le choix d'objet, hétérosexuel ou homosexuel. Et alors il a une formule que je trouve, moi, que j'aime beaucoup. Il dit, dans ces trois termes, il faut différencier ces trois termes, et ils varient indépendamment les uns des autres dans une certaine mesure. Alors je trouve ça génial, hein, ils varient indépendamment les uns des autres dans une certaine mesure. Toute la question, c'est à nous de penser dans quelle mesure, jusqu'où, bon. Mais ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire que on peut être de sexe masculin, de sexe anatomique masculin, caractère sexuel, on peut se sentir, caractère sexuel psychique, on peut se sentir, qu'est-ce que j'ai dit, de sexe masculin, on peut se sentir femme, par exemple, hein, ou bien se sentir femme, mais avoir des identifications masculines. Et puis, on peut se sentir... on peut être de sexe masculin, se sentir homme, et le choix d'objet peut être indépendant, c'est-à-dire on peut être attiré par des hommes, donc c'est pas parce qu'on est attiré par des hommes qu'on se sent femme, contrairement à un préjugé bien installé. Donc, voilà, je pense que la manière dont Freud présente là ce tableau, en proposant de penser des permutations, puisqu'il dit des permutations diverses, indépendantes, relativement indépendantes dans une certaine mesure, je crois que là on a quelque chose pour penser ce qui est en jeu et pour essayer de comprendre des situations comme celle que je viens de vous décrire. Et on n'a pas besoin de partir a priori du fait que la référence à la différence des sexes est absente. Hein, puisqu'on sent qu'elle est à l'œuvre, même si les sexes anatomiques, eux, sont identiques, du point de vue de la vie psychique, ben, on sent que cette différence est au travail. Alors moi j'ai proposé, à cette époque-là, ces réflexions-là, alors je suis un peu dans le désordre, hein, ce que je vous dis, mais je me suis dit que si on allait jusqu'au bout du modèle, de ce que propose Freud dans ce tableau, enfin jusqu'au bout, si on allait un peu plus loin,
il fallait faire entrer un autre terme, et il fallait faire entrer le terme parentalité. La parentalité, l'expérience de devenir parent, eh bien de le penser comme un quatrième terme qui varie relativement indépendamment du choix d'objet, c'est-à-dire homosexualité, hétérosexualité, et qui varie certainement relativement indépendamment du caractère sexuel, c'est-à-dire le fait de se sentir homme ou femme. Donc, alors, il faut dire que quand j'ai pu penser ça d'une manière théorique, ça s'inscrivait dans le prolongement d'une idée que j'avais eue au départ quand j'ai commencé ces travaux. Moi, ce qui m'était apparu dans les propos de certains de nos collègues psychanalystes, c'est que pour moi, à un moment donné, je me suis dit, mais il y a une confusion entre la parentalité et le choix d'objet. C'est-à-dire, s'ils sont homosexuels, ils vont être parents de telle manière. Comme s'il y avait un lien quasi de cause à effet. Bon. Et donc, en fait, j'ai pu commencer mes travaux parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais on doit pouvoir travailler la parentalité en mettant de côté l'homosexualité. C'était une prise de position méthodologique, en quelque sorte. Bon, peut-être après, vous allez voir, on peut faire revenir l'homosexualité parce que ça crée des spécificités, mais il n'empêche que ça m'a donné la possibilité d'écouter ces personnes, non pas en tant qu'homosexuels, en quelque sorte, mais de les écouter en tant que parents. Et ça a permis, à mon avis, certaines avancées ou de comprendre un certain nombre de choses. Alors, donc j'aborde à ce moment-là le quatrième terme, celui que j'ai ajouté, la parentalité. Alors, ce qui m'est apparu chez un certain nombre de couples homosexuels devenus parents, c'est qu'en les écoutant, on entendait, comme chez les couples hétérosexuels, on entendait une réactualisation des enjeux oedipiens. Et Valérie, par exemple, donc, dont j'étais en train de vous parler, Valérie, c'est celle qui n'a pas porté l'enfant, je vous rappelle, dans le couple Valérie-Nathalie. Alors, lorsqu'elle parle... Alors, ah oui, il faut dire qu'un des thèmes... alors, en fait, c'est une nuance par rapport à ce que je viens de dire. Un des thèmes qui m'a paru extrêmement intéressant pour aborder les enjeux oedipiens, c'était le thème de ce qu'on appelle le coming out. C'est-à-dire comment ces personnes racontent le moment où elles ont dit à leurs parents qu'elles sont hétérosexuelles, qu'elles sont homosexuelles. On entend très souvent dans ce récit, on a en quelque sorte une configuration oedipienne qui se raconte, avec un père qui a telle position, une mère qui a telle position, un père qui parle ou qui ne parle pas, une mère qui dit, bon. Alors, ici, dans le cas de Valérie, la configuration oedipienne apparaît lorsqu'elle parle du coming out. Alors, elle dit la chose suivante. Lorsqu'elle aborde le thème de la réaction de ses parents à son homosexualité, elle dit « Pour ma mère, ça n'a pas été une surprise. L'annonce de mon homosexualité ne l'a pas surprise. Je crois qu'elle s'en doutait. Et puis, on a un membre de notre famille qui est homosexuel, et ma mère avait déjà réfléchi à ça. Elle a quand même exprimé des inquiétudes par rapport à mon avenir et la vie que j'allais avoir. Le lien à l'image paternelle est plus problématique. Valérie dit « Il souhaitait que j'aie du boulot, que j'aie des enfants, que je sois dans la norme comme lui. Et le jour où j'ai eu mon boulot, je suis devenu fonctionnaire, il s'est dit « Ça y est, ma fille est sauvée. » Je pense qu'il avait très peur que je ressorte à nouveau de la norme. Il voulait qu'elle soit dans les clous, dit-elle. Valérie pense que son père ne considère pas Nathalie et elle comme un couple. Une menace porte donc sur la reconnaissance par le père du lien conjugal et s'étend sur la reconnaissance du lien de filiation. Et elle dit, ça s'est d'autant plus révélé quand Yann est né. Mon père a clairement exprimé qu'il ne se considérait pas comme son grand-père parce que je n'avais pas de lien biologique avec lui.
Les paroles, alors mes commentaires dans l'article, les paroles paternelles menacent ici le sentiment de filiation, aussi bien descendant qu'ascendant. En effet, au regard de l'image paternelle sur Moïque, si elle n'a pas de lien de filiation avec Yann, Valérie n'en aurait pas non plus avec son père. Et elle dit, ça a remis en question la relation que j'avais avec lui puisque je suis adoptée. Donc elle est une enfant adoptée et ce père dit, tu n'as pas mis au monde cet enfant, donc ce n'est pas mon petit-fils. Donc vous voyez ce qu'elle entend, elle, donc pour lui je ne suis pas sa fille. Très violent. Oui. Dans la suite du récit de Valérie, affleurent les enjeux infantiles sous-tendus par un désir d'avoir le père et un désir d'identification à lui. Elle dit, mon père a toujours pris parti pour ma sœur, il prend toujours la même position qu'elle. Puis, le désir oedipien transparaît, exprimé sur le mode de la déception. Voilà, il y a plein de choses qui font que j'ai moins l'impression de rentrer en relation avec mon père. Je ne peux pas partager ma maternité, je ne peux pas partager ma vie de couple. Donc, vous voyez la dimension oedipienne dans le lien au père, hein, et la déception, et ensuite apparaît la dimension, le versant identificatoire. C'est paradoxal, dit-elle, pendant la grossesse, il est allé jusqu'à me dire qu'il comprenait mon désir d'enfant dans ce cadre-là. Il avait l'impression de se revoir, ma mère et lui, quand ils ont voulu adopter. La parole du père semble ici soutenir le désir et autoriser sa réalisation, désir d'une ressemblance entre son couple et celui de ses parents. Désir d'occuper une place semblable à celle du père, alors que Nathalie occuperait une place semblable à celle de la mère, point d'interrogation. Et elle dit, mais je pense qu'il se dit que l'adoption, c'est différent pour un homme et pour une femme. Si j'avais été un homme, j'aurais pu adopter cet enfant-là, mais je suis une femme. On entend tous les enjeux de la différence sexuelle, de la castration, et le rapport à la parole du père, ce que j'avais dit dans certains articles, le père comme figure, le père qui autorise, je crois, j'avais dit dans un article, chez certaines femmes, des femmes de ces couples lesbiens, on les entend dire qu'elles se sentent autorisées par leur père à devenir mère dans ce cadre-là. On est au cœur de ces questions-là. Autorisée, est-ce qu'elle s'est sentie autorisée et maintenant elle dit finalement il revient en arrière, il ne m'autorise pas. Et on entend que c'est son désir d'identification à son père qui est malmené par ce qu'a dit le père. Donc vous voyez les enjeux oedipiens, on pourrait dire que on a à la fois le versant positif de l'Oedipe et le versant négatif. Et on sent une sortie de l'Oedipe par une identification au père, mais en même temps une identification au père qui est menacée par les paroles de ce père, et qui menace. Donc vous voyez la question de... Elle n'a pas porté l'enfant, c'était avant la possibilité d'adopter les enfants de la compagne avec le mariage pour tous. Vous voyez comment son sentiment de légitimité dans le lien à l'enfant est menacé là par les paroles du père. Alors, je passe sur Nathalie, mais je voudrais en venir à un thème qui s'est révélé extrêmement riche et passionnant sur ces questions. C'est le thème du lien au donneur. Donc, on aborde là Là, je dirais, c'est d'abord, je vous ai parlé du couple, le lien de couple, puis le lien à la génération antérieure. Et c'est pas parce qu'on est en présence d'un couple homosexuel que les enjeux oedipiens ne sont pas présents, qui ne sont pas réactualisés. Et là, maintenant, toujours dimension horizontale, le lien à l'autre sexe. Et je l'ai beaucoup travaillé par rapport au donneur. En fait, donc je vous rappelle, elles ne connaissent pas le donneur, il est anonyme. On leur a dit en Belgique que... alors, quand je dis ça, c'est parce que je l'ai beaucoup entendu de leur part. Moi, je ne suis pas allé en Belgique, mais on leur a dit que... Alors, on leur donne, me semble-t-il, la possibilité de choisir la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la couleur de la peau. À certaines, on leur a dit que c'était des étudiants en médecine qui donnent, parce que c'est revenu plusieurs fois, donc je me dis... bon. Et certaines, on leur a dit le donneur
peut choisir à qui il donne. C'est-à-dire, il peut refuser de donner à un couple de femmes. Alors, certaines reprennent, elles ont entendu ça, je suppose, parce que je l'ai entendu plusieurs fois, moi, elles me l'ont dit plusieurs fois, elles le reprennent, et comme elles disent souvent que le donneur est quelqu'un de généreux, elles disent d'autant plus généreux qu'il a accepté de donner pour des femmes. Bon. Alors, qu'en est-il du lien à ce tiers de procréation inconnu? Alors, j'aime bien l'expression tiers de procréation qui a été forgée par Martine Gross, qui est une sociologue française, qui a beaucoup travaillé sur le mot parentalité. Voilà ce que dit Valérie lorsqu'elle parle du donneur. Et j'ai senti, moi, quand j'ai débuté ces travaux, j'ai senti qu'il fallait que je les fasse parler du donneur. Donc, elle dit « On le remercie tous les jours. Le jour où elle a été enceinte, on a dit merci à ce gars-là qui nous offre autant. Mais l'ambivalence filtre d'abord dans une dénégation. Valérie dit « Il n'est pas omniprésent ». Suivi d'une formule qui exprime bien le conflit intrapsychique sous-jacent « Il est là parce qu'il est là ». Et elle me montre la photo de Yann au mur. Bon, il est là parce qu'il est là. Hein, et elle ajoute « C'est une moitié de lui ». Le récit de Valérie s'engage alors dans une tentative d'élaboration de compromis où les affirmations contradictoires et dénégatives vont se succéder. Moi, je n'ai pas envie de lui en parler comme d'un père, parce qu'un père, ce n'est pas ça. Puis, un peu plus loin, tout ce qui ne vient pas de Nat, ressemblance physique, hein, on se dit que ça vient forcément de son papa. Oui, elle ne veut pas en parler comme d'un père, mais elle dit le papa. Puis, on se dit quand même qu'il y a des trucs du côté paternel. Il a les yeux bleus. Ah non, pardon. Un peu d'humour, parce que le thème est compliqué. Hein? Un peu d'humour. On s'en amuse en fait, on s'en amuse vraiment. Intéressant en même temps, ça veut dire que ces femmes se livrent aussi à une interfantasmatisation à propos du donneur. Et ça, on y reviendra. On s'en amuse en fait, on s'en amuse vraiment. Il a les yeux bleus, la peau super blanche, s'apprête à, on se dit que ça, c'est un truc du papa. En plus, il est eczémateux. Ça ne vient pas du côté de Nat. On lui dit « Ah ben voilà ton père ». Vous entendez en même temps interfantasmatisation, le plaisir et l'ambivalence qui percent. Hein, il est eczémateux, l'eczéma c'est le père. Hein, vous voyez, il y a toute une interfantasmatisation extrêmement riche dans ce couple où elle s'autorise finalement un certain nombre de choses. Et c'est un couple, bon j'en ai rencontré pas mal, c'est un couple qui parle, je les ai rencontrés qu'une fois chacune, hein, 1 heure et demie, parce qu'elles livrent quand même, hein, elles ont une souplesse psychique quand même qui... Même avec les gens, on en rigole, à l'extérieur, on fait souvent allusion à lui, il est omniprésent. Vous voyez la dénégation de départ. Hein, Yann est là, donc il est omniprésent. Nathalie, si je passe du côté de Nathalie. Donc Nathalie a porté l'enfant. Elle dit que depuis que Yann est né, elle dit « J'ai vachement avancé parce que j'avais envie de donner. J'ai envie de donner ce qu'on m'a donné. Si je donne mes ovocytes, donner ses ovocytes, alors, puis, elle dit, après avoir dit quand même qu'elle n'avait pas envie de le connaître, elle dit, j'aimerais bien quand même savoir la tête qu'il a. J'aimerais bien savoir la tête qu'il a. Le jour où j'ai été enceinte, j'ai eu par rapport à ce monsieur un sentiment positif qui est énorme, et c'est quelqu'un d'important dans ma vie. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un de généreux. D'ailleurs, en Belgique, donner son sperme, c'est long, c'est contraignant, c'est chiant, et c'est pas payé. Au début de la grossesse, on disait le donneur, on dit papa maintenant. Et elle raconte comment elle l'a remercié immédiatement quand son test de grossesse a été positif, comment elle a parlé de Yann à son papa à chaque échographie et dès sa naissance. Et on lui a dit que c'est grâce à lui qu'il est là, parce qu'on ne pouvait pas avoir d'enfant. Selon elle, Yann, à part les fossettes et les doigts de pied, ne ressemble qu'à son papa. Elle conclut en disant « Et c'est vrai que comme il est très beau, je m'en fous ».
Moi, j'ai posé la question dans l'article, qui est beau? Est-ce que c'est Yann ou est-ce que c'est le donneur? Non, pour elle. Bon, ça correspond à une hypothèse que j'avais faite dès le premier article. J'avais fait l'hypothèse qu'il était bien possible qu'il y ait des fantasmes hétérosexuels actualisés à l'égard de l'image du donneur pour ces femmes qui, par ailleurs, sont engagées dans une relation homosexuelle. Alors elle dit, après, on s'est attaché à ce monsieur. Elle dit, je ne fantasme pas trop là-dessus, mais, dit-elle, c'est difficile de se projeter sur quelqu'un qui est moche, qui pue et qui pète. On fantasme plutôt sur le prince charmant, qui est super beau, qui est étudiant en médecine avec le sourire ravageur et qui est hyper intelligent. Bon, ça se passe de commentaires, je pense, hein, sur la dimension, sur les fantasmes, l'érotisation, je dirais, qui est à l'œuvre. Alors, quelques idées hein, qui, pour moi, ont une valeur assez générale pour les couples lesbiens. Le lien au donneur s'inscrit dans un ensemble de fantaisies érotisées et agressives. L'ambivalence y joue un rôle de premier plan. Et le processus d'idéalisation, cette façon de dire « il est généreux », et puis comme il a donné pour un couple de lesbiennes, il est encore plus généreux, il y a une idéalisation. On sent que c'est ce processus d'idéalisation est défensif, il nie l'agressivité et travestit les tendances érotiques. Les fantaisies érotiques s'enracinent dans la bisexualité psychique. L'émotion agressive naissent d'une part de l'épreuve de castration que constitue la nécessité de recourir à un donneur. On entend dans certains couples le fantasme de faire un enfant à toutes les deux, mais c'est pas possible. Hein, c'est pas possible et ça constitue une forme de castration qui suscite une forme d'agressivité aussi à l'égard de l'image du donneur, même s'il y a de l'érotisation. Donc on est en présence de conflits psychiques qui sont suscités par les fantaisies érotiques et les fantasmes agressifs. Et ces conflits psychiques peuvent être vécus comme une menace pour le lien de couple, ou comme une menace dans le lien à l'enfant. Donc toute la question, à mon sens, d'un point de vue clinique, avec ces couples, toute la question n'est pas des fantasmes qu'elles ont, mais plutôt quels effets ont pour elles, et dans le lien à l'enfant, leurs fantasmes, et quelle liberté psychique elles ont par rapport à leurs fantasmes. Donc, les couples lesbiens, contrairement à ce que disent certains, ne peuvent pas nier la nécessité de l'intervention d'un homme. Alors, peut-être que certains couples lesbiens racontent à leurs enfants qu'elles les ont fait seuls. Moi, j'en ai pas rencontré. Mais dire ça, c'est supposer qu'elles seraient toutes folles, ce qui me paraît quand même manquer de nuances. Une question plus générale, on peut se demander si, pour un couple hétérosexuel, homme-femme, homosexuel, homme ou femme, s'engager dans le devenir parent ne réactualise pas nécessairement des fantaisies à caractère hétérosexuel. Après, toute la question est, avec son organisation psychique, que peut faire ce couple de ces fantaisies? Et deuxième point, on peut se demander s'il ne réactualise pas nécessairement une scène primitive hétérosexuelle, nécessairement. C'est-à-dire, pour faire un enfant, pour l'instant, il faut nécessairement qu'il y ait, d'une manière ou d'une autre, du masculin et du féminin, ou du mâle et du femelle. Hein? Et donc, on peut penser que cela réactualise une scène primitive à caractère où il y a de l'hétérosexualité à l'œuvre. Bon, pour vous montrer l'importance des réflexions sur ces questions, bon, je prends des fils conducteurs comme ça. Je prends là un autre couple. Donc un autre couple de femmes qui élève un petit garçon. Au moment où je rencontre cette famille, le petit garçon a 8 ans et demi.
je l'ai appelé Romain. Je vais m'attarder sur ce qu'elles disent, toutes les deux, du donneur. Alors, là, entretien différent, c'est un entretien de couple. Donc, je rencontre le couple. Je lance le thème du donneur et je dis, bon, et puis je dis, vous y pensez. Dans un premier temps, réponse de celle qui n'a pas porté l'enfant. Alors, elles s'appellent toutes les deux Marie. Donc, Marie B, celle qui n'a pas porté l'enfant. Marie B me dit « Je n'imagine rien, juste sa taille ». Alors, comme elle m'avait dit, au début de l'entretien, elle m'avait dit que lorsqu'elles sont allées en Belgique, il y avait, excusez-moi de parler comme ça, il y avait rupture des stocks de sperme belges et que c'était en fait des spermes danois. Bon. Elle me l'avait dit au début. Et là, elles me disent, quand je lance le thème, elle me dit « Je n'imagine rien, juste sa taille ». Je dis « Oui, vous m'avez dit que vous pensiez qu'il était danois ». Et à ce moment-là, toutes les deux sont d'accord pour dire que Romain est particulièrement grand. C'est juste ça, par rapport à la courbe de croissance d'un Danois. Donc, on retrouve là quelque chose qu'une psychanalyste états-unienne a beaucoup développé, pas seulement pour les couples homosexuels, l'a développé aussi pour les couples hétérosexuels qui ont recours à l'insémination artificielle avec donneur. La tendance des couples est de réduire le donneur à un objet partiel. Donc, le réduire à une courbe, c'est juste la courbe de croissance. C'est pas quelqu'un, on pourrait dire. Pour nous, c'est pas quelqu'un, c'est pas une personne, c'est pas un objet total. On a vu dans le couple précédent que très vite, c'est un objet total, en fait. Elle cherche à le réduire à un géniteur, un objet partiel, et en fait, pour elle, c'est un objet total. J'ai oublié de dire que Nathalie, même par moments, s'interroge sur sa généalogie au donneur. Donc, comme manière d'en faire un objet total. Bon. Là, dans un premier temps, elles me disent c'est un objet partiel, c'est juste par rapport à la courbe de croissance des Danois, d'un Danois. Elle s'efforce de réduire la représentation du donneur à un objet partiel et préfère imaginer que les couleurs des yeux et des cheveux sont plutôt celles du père de Marie A. Donc, elles imaginent, en fait, ce que dit Maria, celle qui a porté l'enfant, elle dit « Mon père, jusqu'à l'âge de 10 ou 12 ans, il avait les yeux très bleus et il était blond. » Donc, en fait, c'est pas vraiment juste le donneur, c'est pas que le donneur. Vous voyez, les yeux bleus et la couleur des cheveux. Marie B, celle qui n'a pas porté l'enfant, dit « Ça peut venir du donneur, ça peut venir de ton grand-père, ça peut venir de ton... » Ah oui, parce que l'enfant lui a posé une question sur la couleur de ses yeux et lui a dit « Est-ce que ça vient du donneur ?» Elle lui a répondu, dit-elle, hein, « Ça peut venir du donneur, ça peut venir de ton grand-père côté Marie, ça peut venir de plein d'endroits. » Bon. Impossible pour Marie B d'imaginer une ressemblance de son fils avec des membres de sa propre famille. Marie B n'a pas porté l'enfant, elle n'a pas donné son sperme puisqu'elle n'en a pas. Hein? Non, c'est une insémination artificielle avec donneur sur... Mais, je relance et je dis, Romain est très grand, Maria, celle qui a porté l'enfant, c'est notable, il est immense. Marie B, c'est ce qu'il entend le plus dans sa vie, plutôt que tu as deux mamans, il entend « qu'est-ce que tu es grand ?» Maria, il entend tous les jours « mais qu'est-ce que tu es grand ?» C'est notable, c'est vraiment une différence évidente. Vous voyez comment on peut entendre, hein? C'est-à-dire on cherche à en faire un objet partiel, mais alors, qu'est-ce qui se voit cet objet partiel? Et tout le monde, c'est notable, tout le monde... Alors, tout le monde le note, non. Les gens ne disent pas « tu es comme ton donneur », mais les gens disent « qu'est-ce que tu es grand ?» Et elles entendent, hein, c'est du donneur qu'il s'agit.
La différence physique, donc mes commentaires, la différence physique de Romain qui se remarque particulièrement, confronte les deux femmes à des fantasmes de filiation biologique qui, pour elles, rendent le donneur quasiment omniprésent. Pour autant, elles ne sont pas dans la même position. Donc je pense que la question de la différence entre elles aussi par rapport à ça. Elles ne sont pas dans la même position. L'une, Maria, parce qu'elle a porté l'enfant, et en appui sur la configuration oedipienne qui la structure, peut fantasmer des ressemblances entre son fils et son père. L'autre, Marie B, semble menacée par le pouvoir de reproduction et de transmission du donneur. Pour s'en défendre au cours de l'entretien, elle reprend en son compte les fantasmes oedipiens de Marie concernant son père, fantasmes qui lui permettent de réduire la puissance du donneur. Bon, c'est mes commentaires. Vous voyez la référence, là, derrière ça, à la notion d'interfantasmatisation, comment dans le couple, il y a construction de fantasmes qui se complètent et qui s'emboîtent. J'ai terminé ce passage par une hypothèse, en appui sur mes travaux antérieurs. Il m'avait semblé, dans des travaux antérieurs, que les couples lesbiens recourant à une IAD sont contraints de se représenter une scène primitive dans laquelle le donneur est présent, et j'avais insisté sur toutes les potentialités identificatoires que permet une telle scène primitive, notamment pour celle qui n'a pas porté l'enfant. Dans le cas de Maria et Marie B, à cette scène, je suis tenté d'ajouter une spécificité liée au processus d'interfantasmatisation. Du fait de la spécificité des fantasmes oedipiens de Maria, l'imago de son propre père serait également présente dans cette scène primitive, avec probablement une identification partielle de celui-ci au donneur. L'interfantasmatisation à l'œuvre mobiliserait chez Marie B, celle qui n'a pas porté l'enfant, des processus d'identification à cet imago composite du père de Marie et du donneur. Voilà, c'est des propositions, bien sûr, à partir de cas cliniques, donc restons modestes. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir un peu, là, par rapport à cet exemple, ce que peut donner cette question quand on écoute l'enfant, qui effectivement parle du donneur. Donc, j'ai mené l'entretien avec lui. Et lorsque... Il a quel âge? 8 ans et demi. 8 ans et demi au moment de l'entretien. Alors, j'ai rencontré ce jour-là, j'ai rencontré un enfant qui parlait. On entend qu'il s'interroge beaucoup sur l'origine. Ça, c'est clair. Il s'interroge sur le donneur. Et il s'interroge sur le donneur. Alors, on entend, quand il me parle de la manière dont il a été conçu, alors ça n'a pas été facile de franchir le pas avec les enfants, d'oser au cours d'un entretien leur parler, d'aborder cette question. Et globalement, bon, c'est pas spécialement compliqué, ils expliquent qu'il y a un monsieur qui a donné sa graine, bon. Donc, globalement, Romain a 8 ans et demi, il a compris qu'il y a un monsieur qui a donné sa graine. Et il a compris aussi que toutes les deux, ces deux mères se sont mises d'accord pour qu'il y en ait une qui reçoive la graine et que l'autre ne voulait pas la recevoir. Et là, j'ose poser la question, tu y penses parfois au monsieur qui a donné sa graine? J'ose parce que c'était pas... Bon. Romain répond par la négative. Et puis finalement, il me dit, j'aimerais bien savoir comment il est. Et là, il me dit, je pense qu'il n'est pas encore mort, certainement pas, ou peut-être que si. Puis, il me dit, c'est parce que le monsieur avait les yeux bleus que j'ai les yeux bleus. Et à ce moment-là, il me parle de ce que lui ont dit ses mères, qu'en fait, il a peut-être les yeux bleus du grand-père. Et là-dessus, il me parle de ce grand-père, et il me dit que ce grand-père est mort à 23 ans. Or, 23 ans, si le grand-père était mort à 23 ans, il n'aurait pas eu la mère. Donc en fait, ce qui lui a été raconté à cet enfant, c'est que... parce qu'on a un temps après avec toute la famille, et la mère va éclaircir ça.
Parce que l'enfant, il va dire, il va en parler d'ailleurs devant elle, elle va éclaircir, et elle va dire, non, il est mort juste avant que tu naisses. Et d'ailleurs, la mère, au cours de l'entretien de couple, a dit que ça a été extrêmement difficile pour elle. Elle a perdu son père juste avant que naisse son fils. Et donc cet enfant, lui, il a construit, fantasmé que ce grand-père était mort à l'âge de 23 ans. Alors, sa mère, elle dit qu'il est mort à 64 ans. Et là, Romain dit, 23 et 23, ça fait 46. Si on inverse les deux chiffres, ça fait 64. Magnifique. Bon, alors, vous voyez cette question-là, le donneur, le père de sa mère, le lien entre le donneur et le père de sa mère, donne lieu à quelque chose qui est... Alors, on peut faire l'hypothèse qui est certainement liée à une proximité entre la mort du père, la naissance de l'enfant, hein, la mort du père, de la mère et la naissance de l'enfant. Et voilà, il y a quelque chose chez cet enfant articulé à l'interfantasmatisation des deux mères à propos du donneur et à propos du père de l'une des deux, hein, que l'enfant reprend à son compte et qui l'amène à des interrogations quand même ici un petit peu inquiétantes, hein, sur est-ce que ce donneur est mort, est-ce qu'il est vivant, avec toute la question quand même, est-ce qu'il peut avoir un rapport à cet homme, est-ce que son rapport à cet homme peut être vivant pour lui, hein? Et voilà, là il y a quelque chose qui... Alors, vous voyez au passage, je vous fais remarquer l'importance d'appréhender la famille, y compris la famille homoparentale selon une dimension verticale. Vous voyez comment là il y a 3 générations qui sont à l'œuvre, et comment ça permet aussi de comprendre que peut fonctionner quelque chose de l'ordre de la transmission inter- ou transgénérationnelle, qui est peut-être indépendant des questions d'homosexualité ou d'homoparentalité, hein, qui est de l'ordre de ce qu'on connaît, hein, qui sont ces transmissions qui sont à l'œuvre dans toutes les familles, et que si on est aveuglé par la question de l'homoparentalité, on ne va pas percevoir ces enjeux qui sont en fait des enjeux qu'on a tout à fait les moyens de penser avec nos conceptions. Alors, je dis quelques mots. Alors voilà aussi, la manière de faire de la recherche. Donc, ça, c'est dans le cadre du programme de l'Agence nationale de la recherche. Le dispositif qu'on a mis en place est le suivant. On rencontre les familles à 2. On fait un premier temps toute la famille plus les 2 cliniciens. On parle, on explique, commence à y avoir les premières associations, en disant, on prise de contact, il se passe déjà des choses intéressantes. Un des cliniciens mène l'entretien de couple et propose la libre réalisation d'un arbre généalogique à la fin, au couple. Et l'autre clinicien rencontre l'enfant. Il lui propose un dessin de famille, un entretien sur la vie de tous les jours, faire raconter. On a gardé 5 planches du CAT et un génogramme. Alors, la technique du génogramme, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs consignes dans le génogramme. Je ne sais pas si vous savez, le génogramme au départ vient de la systémie et les psychanalystes s'en sont emparés, l'ont aménagé. Bon, moi je travaille avec la manière de procéder de ma collègue Marie-Josée Grillaume qui a fait une thèse sur l'utilisation du génogramme avec des enfants. La consigne qu'elle utilise est la suivante. Elle s'inspire de la systémie, mais elle a essayé d'en faire quelque chose de davantage projectif, donc avec une consigne moins formelle, hein, vous allez voir. Donc, on dit à l'enfant, on lui dit, est-ce que tu veux bien faire le schéma de ta famille? Tu vas, pour les garçons et les hommes, tu vas faire un carré. Pour les filles et les femmes, tu vas faire un rond. S'ils sont en couple, tu mets 2 traits. Alors, on dessine en même temps que ce que je suis en train de dire, on le dessine devant l'enfant. Et puis on dit, s'ils ont un enfant, et là, le lien de filiation, on ne le dessine pas, on le suggère. S'ils ont un enfant, on fait le geste sur la feuille. S'ils ont un enfant, tu fais un trait là, et tu mets l'enfant.
Voilà, c'est tout. Donc, le but était qu'il y ait, je dirais, à la fois une convention. Est-ce que l'enfant est en mesure de s'approprier une convention? Donc c'est toute la question de la filiation instituée, de l'institution de la filiation, et en même temps, pas trop de conventions pour qu'il y ait de la projection, hein, et que ça soit un outil projectif. Alors, là, on a le génogramme qu'a fait une petite fille, elle est plus que petite fille, elle a 12 ans quand je la rencontre. Alors, l'âge des enfants, comment on a choisi l'âge des enfants? Les travaux de Marie-Josée Grillaume sur le génogramme montraient qu'il y a un âge, je dirais, clé, où l'enfant parvient, les enfants, alors c'est en moyenne, hein, les enfants parviennent à représenter la succession des générations dans les deux lignées aux alentours de 9 ans, 9 ans et demi. Hein, avant, avec cette technique, avant, alors les petits, eux, il n'y a pas de représentation de la différence des générations, ils ont une pensée par couple, ils font plutôt des couples ou des petits tas, hein, on va dire. Bon, à un moment donné, ça se structure en termes de différence des générations, mais c'est d'abord la lignée maternelle, et il faut attendre 9 ans, 9 ans et demi pour que les deux lignées soient représentées. Et avec la différence des générations. Donc, on a choisi des enfants dans la recherche ANR dont je vous parle là, on a choisi des enfants entre 9 ans et 12 ans pour éviter l'entrée dans l'adolescence et qui fait surgir d'autres choses. Voilà. Donc, alors, Océane, elle se dessine ici. Ici, c'est sa sœur. Mais j'ai oublié le prénom que j'ai donné à sa sœur. Donc voilà, on va parler d'Océane. De ce côté, Michel, sa mère sociale, comme disaient les sociologues, c'est-à-dire celle qui n'a pas porté qui n'a porté aucune des deux filles. Et de ce côté-là, Eliane, qui elle a porté les deux filles. Alors, un point. Là, je prends un exemple d'une famille, disons, pour vous montrer petit à petit, avec le temps et les difficultés qu'on rencontre quand on parle de l'homoparentalité, et notamment des enfants, on est pris entre Caribe et Scylla. Caribe, c'est un discours de clinicien catastrophiste. Ça va mal, ça bon. Et si là, c'est le discours un peu béat, tout va bien, il n'y a pas de problème. Excusez-moi, que tiennent certains sociologues. Je travaille par ailleurs avec des sociologues, mais je dis bien certains sociologues. Donc on est pris dans une espèce de contrainte où il est très difficile de tenir un discours un petit peu nuancé. Et le problème de la clinique, c'est que ça n'est jamais tout l'un ou tout l'autre. Hein, bon. Donc, j'ai choisi exprès une situation dans laquelle il y a des difficultés. Et on va voir un petit peu, c'est pas ce dont je vais parler dans un premier temps, mais disons, donc elle a 12 ans, on a une construction là qui correspond bien à la norme des enfants à partir de 9 ans. On a deux lignées représentées, la différence des générations est respectée. C'est une enfant qui, globalement, on va voir dans les détails, il y a quelques aspects un peu problématiques, mais qui, globalement, se situe bien dans sa généalogie, est bien repérée, se représente les membres de sa généalogie, les situe les uns par rapport aux autres. Donc, l'homoparentalité ne produit pas nécessairement chez les enfants l'absence de différenciation générationnelle. Hein? Du côté de la différence des sexes, vous voyez que la convention, alors il y a quelques lapsus, on va dire, hein, bon, mais on en trouve, c'est assez classique. Donc voilà, globalement, en termes de différence des sexes et des générations, cet enfant est repéré, c'est confirmé aux planches du CAT.
alors qu'elle est élevée par 2 femmes, hein, et que du côté de sa mère biologique, je vais le dire comme ça, Eliane, eh bien, il y a un secret de famille extrêmement difficile. Hein, au cours de l'entretien de couple, Eliane dit que... alors, elle a une formule qui est toujours très difficile, c'est tellement difficile à formuler que ça montre à quel point ça a dû être perturbant pour elle. Elle dit « J'ai appris que ma grand-mère était vivante quand elle est morte. » C'est-à-dire la mère de sa... Elle ne savait pas que la mère de sa mère était vivante. Et elle dit « J'ai appris dans le même temps que ma mère avait une sœur. » Donc, vous voyez, elle a été élevée par une mère qui ne lui a jamais dit que sa mère était vivante, et elle ne lui a jamais dit qu'elle avait une sœur. Et elle parle de ça dans l'entretien, et elle dit « C'est vrai que de mon côté, il y a un grand trou noir. » Bon, on entend les enjeux et la complexité de ce qui est en jeu pour elle. Si vous regardez le génogramme d'Océane, ça correspond là, les points d'interrogation du côté de la lignée maternelle. Hein, ce que sa mère dit ne pas avoir su. Alors, sa mère, elle, dans l'arbre généalogique qu'elles ont fait, les 2 femmes, sa mère, elle, met des points. Océane, elle, met des points d'interrogation. Hein, alors, donc, il y a cette question. Alors, vous voyez, à nouveau, il y a des difficultés, là, hein, dans cette famille. On est en présence d'un couple dans lequel la recherche de la non-différence revient très souvent. Donc on est en présence d'un couple qui a certaines difficultés, on peut dire, notamment des difficultés de différenciation. Malgré ces difficultés de différenciation, l'enfant, elle, est assez bien différencié. Hein, différence des sexes, différence des générations. Il y a cette question là-bas du secret familial, et il y a autre chose qui surgit, qui est que de ce côté-là, du côté de sa mère sociale, alors je ne vais pas d'abord dire les difficultés qui surgissent, ce qui surgit aussi, c'est l'importance pour elle des hommes dans cette lignée. Alors, son grand-père, le père de sa mère, a beaucoup d'importance pour elle. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est comme sa mère sociale. Sa mère sociale, dans l'entretien, dit à quel point son propre grand-père est extrêmement important pour elle, et Océane dit à quel point son grand-père est très important pour elle. Donc, il y a une sorte de transmission, là, le grand-père comme référence du côté de la mère sociale, hein, c'est-à-dire celle qui n'a pas porté l'enfant. Océane débute le génogramme en parlant de sa mère sociale. Elle parle immédiatement de Michel. On sent un désir d'affiliation à cette lignée. Hein, et donc, point qui me paraît important, désir d'affiliation à cette lignée et dessin de figures masculines dont elle dit qu'elles sont importantes pour elle, et dont on pourrait dire que ce sont pour elle des tiers symboligènes, hein, comme c'est une expression de Patrick de Notaire, un psychanalyste belge. Ce sont des tiers symboligènes, c'est-à-dire des hommes qu'elle situe comme des hommes qui rassurent et qui posent des limites. Hein, donc, vous voyez, on s'achemine vers l'hypothèse, restons prudents, que Michel aurait pour Océane, porterait pour Océane la fonction paternelle. Hein, et point que je trouve très intéressant, elle porte la fonction paternelle, mais semble-t-il pas toute seule pour Océane, elle porte la fonction paternelle parce que, si j'ose dire, elle est dans une lignée qui contient des tiers symboligènes qui sont, en l'occurrence, sont des hommes. Bon, donc on s'achemine vers cette idée que certains avaient eue, hein, qu'au fond, une femme pourrait
se faire la représentante de la fonction paternelle, de certains aspects de la fonction paternelle. Et moi, j'avais ajouté dans l'article là qu'elle se fait représentante de certains aspects de la fonction paternelle. Il faudrait ajouter, et elle amène avec elle une lignée dans laquelle il peut y avoir des représentants de la fonction paternelle. Hein? Alors, j'insiste là-dessus, parce que certains on entend des propos quelquefois, on a l'impression que certaines personnes pensent que les homosexuels vont élever les enfants seuls et que les enfants ne voient personne d'autre que leurs deux parents. Bon, moi j'ai rencontré des adultes qui ont une famille, qui ont des parents, des frères, des sœurs, des grands-parents, et les enfants. Bon, alors bien sûr, il y a des conflits, mais on sait ce que c'est une famille quand même. Il y a des ruptures, il y a des conflits, bon, mais les enfants rencontrent des oncles, des pères, des grands-pères, bon, enfin des grands-pères, des oncles. Alors, une difficulté qui apparaît. Alors, en analysant l'entretien des deux femmes, donc j'ai dit hein, qu'un aspect. Alors, il y a quelque chose dans leur discours qui est très différent de la situation dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, vous avez vu dans la situation dont je vous ai parlé tout à l'heure, la différence est là dès le début, et elles insistent sur la différence. Alors que là, dans le couple de ces mères, elles insistent beaucoup sur ce qui est identique. Elles vivent ensemble depuis très longtemps, elles travaillent ensemble, elles ont tout fait ensemble, elles font tout toujours ensemble, disent-elles. Et on entend dans l'entretien que quand du conflit ou de la différence surgit, ça a quelque chose d'inquiétant, elles ont tendance à la réprimer, on va dire. Et j'en suis arrivé, mais pas tout seul, parce que sur ces questions-là, quelquefois, on a besoin d'un regard extérieur. On est arrivé à l'idée qu'on avait le sentiment que ces deux femmes étaient animées par le fantasme qu'elles étaient un couple de sœurs. Or, Marie-Josée Grillaume, donc ma collègue qui a analysé le génogramme, arrive à l'idée, on n'en avait pas parlé, elle et moi, hein, elle arrive à l'idée que ici, si je me souviens bien, ici, elle met au-dessus de la famille, elle met au-dessus un couple de frères et sœurs. Alors elle avait d'abord elle avait fait un rond, puis elle a fait un carré, mais en fait c'est un frère et une sœur qu'elle met là. Et elle avait commencé le génogramme dans un premier temps, au niveau des grands-parents, elle avait mis en couple un frère et une sœur. Et elle dit « Ah non, ça va pas, ils sont frères et sœurs, ça peut pas être un couple. » Donc, comme si elle était travaillée, elle aussi, par un fantasme hein, d'un couple fraternel ou sororal fondateur, ou peut-être, on pourrait faire l'hypothèse d'une difficulté à disjoindre le lien fraternel du lien conjugal, du lien d'alliance. Voilà. Donc, vous voyez que voilà, il y a des difficultés, mais on n'est pas en présence de ce qu'ont annoncé certains. Les grandes bases de la vie psychique sont là. Hein voilà. Voilà, je m'arrête là, sur ces situations. Effectivement, c'est un chantier extrêmement riche que tu ouvres et c'est très stimulant pour des cliniciens de la parentalité, de la périnatalité. Alors, d'abord, surligner vraiment, tu l'as fait avec beaucoup de sobriété, ça peut être caricaturé à l'envi. Souligner combien est-ce que ça a été, on peut le dire comme ça après coup, pathétique, ces bonnes paroles d'un certain nombre de grands psychanalystes qui ont pris des positions incroyables dans les médias pour soi-disant développer leur art et balancer un certain nombre de yaka faucons idéologiques redoutables. Bon. Donc ça, je pense que
c'est pour les plus jeunes et les moins jeunes, c'est vraiment quelque chose qui est à retenir, parce que la recherche clinique, notre chère recherche clinique, dès un modeste mais initiatique mémoire de master, s'inscrit justement dans une zone contrastée de ces comme ça éructations idéologiques hystérisées par les médias. Notre champ clinique constitue en tant que tel un espace de résistance et de méfiance à l'égard de cette jouissance comme ça médiatique et de cette parole dont l'a priori annule toute l'expertise, hein, parce que c'est le a priori. Oui. Donc toi, tu viens à la place du a priori et tu en soulignes effectivement le caractère transgressif que tu as dû toi-même affronter à l'égard de tes maîtres, d'un point de vue générationnel dans l'histoire des idées. Ben, tu as dû retrousser les manches et mettre les mains dans le cambouis et rencontrer ces gens-là. C'est-à-dire faire en sorte que la rencontre clinique advienne et que ton discours, et c'était tout l'intérêt que tu sois généreux avec nous sur des situations cliniques, et qui montre ce qu'il en est de la façon dont l'artisanat de la recherche clinique permet d'avancer. Mais c'est vraiment l'artisanat, hein, c'est-à-dire que ça demande énormément de travail, énormément de temps, et puis ça demande aussi de la collégialité, tu l'as dit à plusieurs reprises. Le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est, parce que tu le dis très vite, et je crois que c'est important d'être souligné dans un séminaire où beaucoup de gens ici sont soit déjà dans les starting blocks pour faire une recherche, soit déjà engagés, c'est ce que tu intitules l'anthropo-psychanalytique. C'est-à-dire que là, un certain nombre de personnes ici ont participé à d'autres rencontres et ont des idées sur les vertus de cette conflictualité interdisciplinaire, de la fécondité de ces frictions interdisciplinaires. Bon. Moi, ce que je soulignerai là, en donnant mon opinion à cet égard, c'est que moi je crois que l'anthropo-psychanalytique est un des meilleurs mixages épistémologiques possibles sur les histoires de la famille. Parce que, comme je l'ai répété à l'envi à une certaine époque, nous, psychanalystes, on est vraiment bardés et psychologues cliniciens et psychiatres, on est bardés de beaucoup d'a priori, d'un certain nombre comme ça de refrains théoriques prêts à porter et prêts à plaquer ici ou là, et on est finalement assez démunis face aux métamorphoses de la parentalité. Et Godelier, comme beaucoup d'autres, il nous a émerveillés parce que effectivement, la plupart des anthropologues ont un outillage mental, une méthodologie qui est incroyablement plus propice à ce travail artisanal, à ce on retrousse les manches et on va sur le terrain et on se donne les moyens de faire une enquête, et ça les met beaucoup plus à l'abri de ces expertises a priori comme ça, où se sont vautrés un certain nombre de grands ténors soi-disant de la pensée psychanalytique. Bon. Pour en avoir discuté à plusieurs reprises avec Godelier, moi je sais que Godelier m'a frappé par le fait qu'il insiste tout simplement sur le cursus de ce que ça représente de faire une licence d'anthropologie et de ce que ça représente pour un apprenti anthropologue que de se frotter à la question des parentalités, avec un pluriel qui est inaugural. C'est-à-dire que être anthropologue, citoyen du monde,
et de la diversité des cultures et des systèmes de parenté et de parentalité, être anthropologue, c'est a priori aller du côté du différent et de ce que tu as, avec beaucoup d'authenticité et de modestie, souligné là quand tu as dit que ça t'a amené à un contre-transfert. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Bon. Ce qui, je crois, est une façon vraiment authentique, hein, d'envisager l'angoisse, puisque tu parlais de Devreux, qui va nous assaillir quand on est soi-même issu d'une famille classique dans le schéma judéo-chrétien et qu'on se retrouve face à un système de parenté qui est décalé par rapport aux ornières dans lesquelles toute notre culture roule. Et donc, moi je crois que là, il faut mettre ça entre les mains des avocats de la défense de nos difficultés quant au transférentiel qui aboutissent à qu'est-ce que c'est ce bordel. C'est-à-dire que moi je dirais, je me suis dit à moi-même, et je dirais volontiers à des jeunes cliniciens, si vous travaillez sur des situations familiales très contrastées avec celles dans lesquelles vous êtes né, dans lesquelles vous avez été sculpté, ne soyez pas étonnés du sentiment d'angoisse qui va vous traverser. Alors, je pense qu'on sera nous plus généreux, puisqu'on est ici dans une université, à souligner le fait que c'est angoissant d'être issu d'une pépinière qui a ses règles du jeu en matière de filiation. C'est pas simple de se retrouver face à et a fortiori, tu l'as dit, c'est moi qui utilise le mot, il pourrait être péjoratif, il ne l'est pas. A fortiori quand on se retrouve face à des bricolages en devenir, c'est-à-dire c'est des métamorphoses de filiation qui ne sont pas au bout d'un processus de transformation qui aboutit à un nouvel état qui va se figer, mais où on arrive, et le clinicien arrive au décours d'un certain nombre de métamorphoses qui sont en devenir, c'est-à-dire qu'on arrive en plein milieu des interactions et de leur complexité. Donc c'est beaucoup plus difficile de... Il y a ça, et puis moi j'insiste sur le fait que on va dans la maison des gens. On va dans la maison, c'est un côté visite à domicile. On n'est pas c'est eux qui t'accueillent. On n'est pas protégé par le bureau, voilà. La salle d'attente, le cabinet. Moi j'ai l'impression que quand un clinicien rationnel cartésien est angoissé, tu parlais d'Aristote, un des antidotes qu'il possède pour neutraliser son angoisse, c'est de faire des catégories. Et des catégories qui vont être comme les caissons dans un sous-marin, c'est-à-dire étanches, quoi. Et là où j'ai vraiment l'impression que tu nous amènes dans quelque chose d'intéressant et qui correspond aux rares expériences. Moi, j'ai dû rencontrer dans ma vie de clinicien 2-3 fois des situations d'homoparentalité en consultation thérapeutique et une fois une situation un peu plus longtemps avec une mère porteuse. Bon. Et là où je me retrouve vraiment, mais je pense même que c'est assez emblématique, enfin tu vas nous dire ce que tu en penses, c'est quand tu nous proposes un schéma où l'a priori cartésien, avec les catégories étanches, c'est bon écoutez, à ma gauche, on va mettre quelque chose qui est le scénario de l'homoparentalité, avec le spectre de l'homosexualité, et puis à ma droite, on va mettre les fantasmes hétéros. Et toi, tu nous proposes des réalités psychiques qui entremêlent savamment les deux. Et tu vas même jusqu'à proposer, c'est quand même un des points d'acmé de ton propos, une scène originaire dont on pourrait se demander si dans un couple homosexuel, il n'y a pas quelque chose de l'ordre d'une forme d'hétérosexualité, on pourrait dire, finalement matricielle. Et puis le donneur, je regrette que Marion Cano, qui a fait une thèse sur le don d'ovocytes, ne soit pas là avec nous, parce qu'elle nous a vraiment instruit sur la force projective qu'avait le donneur, et la façon dont finalement
puisqu'on vient de décrire comme ça, comme les physiciens qui parlent de la chorégraphie si complexe des atomes, on a l'impression que le donneur, il a une force de magnétisation d'un certain nombre d'éléments fantasmatiques et de réalité, de conflictualité psychique incroyable. En tout cas pour le clinicien anthropologue, si j'ose dire, élire le lien avec le donneur, c'est aller pêcher dans un endroit poissonneux, quoi. Ouais. Parce que manifestement, de ce côté-là, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Et de nouveau, là où les refrains, c'est l'homosexualité, c'est la mêmeté, c'est le même avec le même, etc. Et donc, ça va faire des filiations désastreuses et calamiteuses. Là, justement, le donneur peut arriver à permettre à un certain nombre de ces personnes et à ses enfants à bricoler quelque chose qui est tiercéisé avec des tiers symboligènes, tu dis, oui. Qui sont assez remarquables. Donc écoute, merci infiniment pour le non-conformisme de ta pensée et la façon dont ça vient agiter et stimuler nos réflexions.